poursuit ses travaux par l'audition de M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, que je remercie. Nous sommes heureux de pouvoir vous entendre aujourd'hui, Monsieur le ministre, car nous souhaiterions que vous puissiez nous apporter des précisions sur le projet de loi pour l'activité. Le compte rendu du Conseil des ministres du 15 octobre dernier indique que ce projet proposera une réforme équilibrée et pragmatique des professions réglementées, du droit et de la santé en vue de la modernisation de ces professions. Pour ce qui concerne plus particulièrement les professions juridiques réglementées, qui seules nous intéressent dans le cadre de cette mission, et auxquelles nous avons ajouté les avocats au Conseil, il est précisé que l'exclusivité de leur mission de service public sera confirmée, leur installation et leur implantation seront facilitées, en particulier pour les jeunes professionnels. L'accès au capital de ces professions sera ouvert pour favoriser l'investissement, rendre l'activité plus efficace et encourager l'interprofessionnalité. Une réglementation des tarifs reflétant davantage les coûts réels sera mise en œuvre. Et enfin, la fusion des professions d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de l'exécution judiciaire sera organisée. Nous souhaiterions que vous nous en disiez un peu plus sur chacune des 5 pistes de réforme qui sont envisagées par le gouvernement. Pour sa part, la mission, dont j'ai l'honneur d'être la présidente et la rapporteure, est convaincue, mais je sais que vous-même l'êtes tout autant, de ce que la réforme des professions juridiques doit se nourrir d'une réflexion sur les moyens de garantir partout, pour tous, et en tenant compte des exigences du droit européen, la sécurité juridique des actes et le service rendu aux justiciables. Je vous cède maintenant la parole, Monsieur le Ministre, pour un exposé liminaire qui sera d'abord suivi de questions que mon collègue Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur, aura le cas échéant à vous poser, puis des interventions des membres de la mission et enfin d'éventuelles prises de parole de nos collègues qui ne sont pas membres de la mission. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie, Madame la Présidente, chère Cécile, Mesdames, Messieurs les députés. Alors, à travers cette mission, l'Assemblée nationale joue pleinement son jeu et celui dans lequel nous sommes inscrits depuis plusieurs semaines, à savoir de non seulement informer le citoyen, contrôler l'action du gouvernement, mais surtout et aussi contribuer de façon décisive à l'écriture et la rédaction véritablement des dispositifs de régulation que nous voulons pour cette réforme. Parce que le sujet qui nous réunit aujourd'hui tout particulièrement est un sujet important, même si j'ai pu répéter à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un volet minoritaire pour le projet de loi pour l'activité que je présenterai dans les prochaines semaines au Conseil des ministres. La réforme donc des professions réglementées du droit. Toutefois, cette réforme, elle concerne plusieurs dizaines de milliers de professionnels, des milliers d'étudiants et de jeunes, et elle touche tous nos territoires. Donc c'est une réforme particulièrement importante. Elle touche également tous les Français, parce que au cours de la vie, chacune et chacun d'entre eux, de manière régulière pour certains, de manière occasionnelle pour d'autres, mais a à connaître, a accès, a à vivre avec ces professionnels du droit. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je veux ici le répéter, j'ai le plus grand respect pour ces professions. Et l'approche qui a été la mienne n'a jamais été de considérer que nous pouvions gagner en activité, gagner la bataille contre le chômage en brisant des situations aujourd'hui existantes, surtout lorsque ces situations sont constitutives, pour ce qui concerne la mission que vous dirigez, que vous présidez, de la sécurité juridique, et vous l'avez rappelé. Toutefois, la nécessité qui est la nôtre, c'est de réformer pour faire mieux. Je vais y revenir sur les attendus. Et nous ne partons pas à cet égard de rien, et je voulais ici dire quelques mots de la méthode et des éléments qui ont été les nôtres. Pierre Moscovici avait commandé en mars 2013 un rapport sur les professions réglementées qui lui a été remis, donc écrit par l'Inspection générale des finances, et qui a pu conduire à une série d'analyses, de chiffrages, d'études. Ce rapport a fait l'objet de beaucoup de polémiques. J'ai décidé, pour ma part, de le mettre en ligne, ce qui n'est pas la pratique systématique, mais pour que l'information soit absolument transparente. Et je vous invite d'ailleurs, dans le cadre de vos travaux, à ce que, si les conclusions de ces rapports devaient être contestées, si des chiffrages devaient être remis en cause, à ce que
la contradiction soit véritablement portée, parce que c'est comme ça que nous irons plus loin. Pour ma part, hormis sur un point très précis qui ne vous concerne pas, mais qui est sur la TVA en matière pharmaceutique, je n'ai eu aucune véritable contestation de ce rapport qui est pourtant tellement critiqué. Ce qui est un point que nous devons quand même avoir en tête. Ce document, ça n'est pas ma feuille de route, je l'ai dit depuis le départ, mais ça n'est pas un document qui ne vaut rien. Parce que les faits qu'il établit sont le fruit de travail de fonctionnaires loyaux qui, pendant plusieurs mois, ont travaillé, préparé, auditionné. Et je n'ai, pour le moment, vu aucun chiffre ou aucun élément robuste qui venait contredire de manière factuelle leurs conclusions. C'est dans cet esprit, d'ailleurs, que les différents fonctionnaires de mon ministère, comme ceux du cabinet d'Arnaud Montebourg et de mon cabinet, ont travaillé ces dernières semaines, avec la volonté d'être factuels et de manière pragmatique d'améliorer les choses. Et je voulais ici dire de manière un peu solennelle, si vous m'y autorisez, Madame la Présidente, que je n'accepte pas les critiques que j'ai pu entendre, parfois infamantes, à l'égard de membres ou de mon cabinet ou de mes services, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être dans ce genre de débat. Le travail qui a été fait est un travail sérieux. Enfin, pour en finir avec la méthode, je dois ici vous dire que je regrette au plus haut point, je désapprouve la fuite d'un document de travail qui s'est produite en début de semaine et qui a suscité beaucoup d'émoi, légitime, chez les parlementaires comme chez les professionnels, pour vous dire d'abord que, quant à moi, ça n'est pas ma méthode de travail. On discute, on rend transparente des documents finaux qui sont établis, mais faire fuiter des documents intermédiaires qui circulent entre les administrations, c'est contre-productif. Ça jette le trouble. Si la stratégie était de dire on ne fera rien de ce qui est écrit, c'est raté, parce que je ne vous dirai pas ça aujourd'hui. Je vous dirai simplement que ce document n'a aucun statut, que le seul document qui vaudra, c'est celui qui sera remis sur la table du Conseil des ministres, à savoir le texte, le projet de loi, qui sera le fruit d'un travail collectif. Et c'est ce pourquoi je suis aujourd'hui devant vous, et c'est le fruit de ce travail collectif que j'attends de nos échanges. Alors, premier point, pourquoi cette réforme? Je veux ici être clair, l'ambition de cette réforme, ça n'est pas de pointer du doigt certaines professions, de baisser leurs revenus parce que ça nous soulagerait, ou qu'on pense que l'économie marcherait mieux parce que certains revenus sont trop hauts en soi. L'enjeu de cette réforme, c'est d'examiner si les missions de service public qui ont été déléguées à des professionnels sont exécutées dans les meilleures conditions matérielles. Dans une grande majorité d'endroits, ces ne seront pas remises en cause dans leurs fondamentaux, et j'y reviendrai. L'enjeu, deuxième, c'est aussi de vérifier si leurs tarifs, qui sont décidés par des autorités publiques, sont toujours en adéquation avec les coûts engendrés par leur mission, c'est-à-dire s'ils correspondent à un risque, aux prestations fournies aujourd'hui et à un niveau de qualification. Le troisième enjeu, c'est également d'examiner si l'accès des jeunes diplômés à ces professions se fait de manière transparente, ouverte, démocratique et méritocratique, parce que c'est notre responsabilité collective. C'est de s'assurer dans le même temps que ces professionnels apportent la meilleure offre possible à l'ensemble des justiciables et du tissu économique, que leur démographie est adaptée au caractère stratégique de leur mission, en termes d'âge, mais aussi de féminisation, ce qui est un enjeu, et de s'assurer enfin que ces professionnels se modernisent pour offrir à nos concitoyens le meilleur service possible, ainsi que la sécurité juridique qu'ils sont en droit d'exiger. J'insiste sur ce point, ces professions sont délégataires de l'autorité de l'État. C'est pourquoi nos interrogations sont légitimes et c'est pourquoi aussi nous avons le devoir de réformer lorsque certaines choses dysfonctionnent. Enfin, l'enjeu, la motivation première, c'est de créer de l'activité dans tous les territoires par la modernisation de ces professions. Alors, cette réforme, nous la faisons pour les professionnels eux-mêmes, d'où la méthode qui a été retenue, de travailler de manière, pour ce qui me concerne, partenariale avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement, et en particulier Christiane Taubira, de procéder à des auditions, de voir de manière régulière ces professionnels, et d'où le grand intérêt de votre mission qui procède également à ce travail d'écoute et dont j'attends beaucoup des travaux. Les fondamentaux de ces professions ne seront pas remis en cause. Je veux ici être clair. Nous ne déréglementons pas. Nous préservons l'exclusivité des missions de service public. Nous ne supprimons aucune règle déontologique. Nous n'abolissons pas les ordres et leur rôle prépondérant en matière de discipline.
et nous ne modifions en rien les compétences requises pour accéder aux professions. Donc, ça n'est en aucun cas une diminution de la sécurité juridique ou des règles de déontologie de ces professions qui est ici proposée. Pour être avocat, il faudra toujours être titulaire du CAPA. Pour être nécessaire. J'ai un micro récalcitrant. L'objectif, c'est de permettre, comme je le disais, à ces professionnels de se moderniser, prendre le tournant du numérique, mieux s'organiser entre eux, et l'objet aussi de la faisabilité de la création de bureaux secondaires avec un professionnel à leur tête. Ces réseaux de professionnels irrigueront les territoires. C'est la raison pour laquelle les professionnels pourront désormais ouvrir leur capital à d'autres professionnels. Et là aussi, je veux être parfaitement clair entre nous, le projet qui est proposé, les réflexions qui sont les nôtres, ça n'est en aucun cas de financiariser ces professions, de l'ouvrir à des partenaires financiers extérieurs, qui plus est étrangers. Mais c'est de permettre à celles et ceux qui le veulent, et à la rigueur, si les professionnels du droit et du chiffre ne veulent pas travailler ensemble, quand je dis le chiffre, les experts comptables, pour être très précis, ne veulent pas travailler ensemble, ils ne le feront pas. Mais lorsque des jeunes ou des moins jeunes veulent moderniser leur offre, veulent pouvoir s'organiser sur les territoires ensemble, pour apporter à leurs clients une meilleure organisation, pourquoi le leur empêcher? Si précisément les règles déontologiques, les organisations professionnelles, les règles d'accès à la profession sont quant à elles maintenues. C'est l'un des aspects qui me paraît important de ce projet. Les professionnels en exercice ne seront pas lésés par cette réforme. L'État n'aura pas à les indemniser. Aucun monopole, j'imagine que nous y reviendrons dans la discussion, ne sera remis en cause et aucune profession ne sera supprimée. Ceux qui le souhaitent pourront continuer à acheter une étude, donc une clientèle, une réputation, une structure déjà performante. Et une deuxième possibilité, dont il faut discuter les modalités, ce qui est pour moi l'un des axes de travail principaux, en particulier pour ce qui relève du notariat, c'est de savoir comment on permet plus facilement de s'installer. Et le plus facilement de s'installer, on le sait bien, il va entre une simplification relative des règles existantes aujourd'hui, qui ne peuvent être considérées comme satisfaisantes, on pourra en discuter librement, à ce que d'aucuns appellent la libre installation, qui ne saurait être une libre installation absolue, parce qu'elle doit préserver l'équilibre des territoires et le maillage des territoires. Mais celui-ci étant préservé, je suis convaincu pour ma part qu'on peut massivement simplifier les règles d'installation des jeunes notaires en particulier. Cette réforme, nous la faisons également pour les jeunes et pour les femmes. La force d'une profession, en effet, se mesure à sa capacité à attirer et intégrer les talents, à renouveler ses compétences et élargir ses savoir-faire. Et vous le constatez, j'en suis sûr, dans vos circonscriptions, les jeunes ont peu accès aux professions réglementées du droit. Parmi les greffiers de tribunaux de commerce, 77% ont plus de 50 ans. Cette proportion est à 85% parmi les administrateurs judiciaires. Sur le terrain, vous constatez aussi que les femmes sont largement minoritaires. 85% des notaires associés gagnant plus de 17 000 euros, je cite les chiffres de l'ordre, sont des hommes. Dans le même temps, 84% des notaires salariés rémunérés moins de 4 000 euros sont des femmes. Autre exemple, parmi les huissiers, 73% sont des hommes. En revanche, on constate que la seule profession du droit totalement ouverte et régie par une totale liberté d'installation, je parle ici des avocats, ce sont 52% de femmes et une moyenne d'âge de 43 ans. Ces chiffres pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose, vous le voyez bien, qui ne fonctionne pas dans les professions réglementées du droit. La description même de la démographie que j'en fais est la traduction d'un blocage. Ce blocage, c'est un blocage à l'égard des femmes et des plus jeunes. Il se lit dans les chiffres. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de faciliter l'installation, parce que les professions ouvertes, ce sont aussi des professions plus jeunes et plus paritaires. Enfin, cette réforme, nous la faisons pour les Français et pour les territoires. Vous le savez mieux que quiconque, la priorité, c'est de préserver et de renforcer le maillage territorial des professions réglementées du droit. Notre devoir, c'est de permettre que chacun puisse trouver un notaire, un huissier ou un avocat près de chez lui. Il en va de l'égalité entre nos concitoyens comme de l'égalité entre les territoires. Or, il existe aujourd'hui des déserts pour les professionnels du droit. Mais ce ne sont pas ceux qu'on croit. Aujourd'hui, le vrai désert français, ce n'est pas la diagonale du vide qui traverse le territoire français de la Meuse aux Landes. Parce qu'il y a 3 fois plus de notaires pour 100 000 habitants en Aveyron que dans la région parisienne, hors Paris intramuros.
Les vrais déserts du notariat, ils sont en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, dans les départements difficiles, où les transactions sont plus compliquées. Ils sont là, mais ils existent. La priorité, c'est d'adapter notre société à la croissance de la population et à la hausse du nombre de ménages. Entre 1980 et 2002, 600 études notariales ont été supprimées. Dans le même temps, la population a largement augmenté, les transactions immobilières avec. Restaurer, renforcer le maillage territorial, c'est tout le sens, là encore, des mesures qui viseront à faciliter la liberté d'installation. Les jeunes feront le choix de s'installer là où il y a de l'activité, c'est-à-dire dans les territoires où il y a des besoins. Faciliter l'installation, c'est donc la meilleure arme contre les déserts des professions juridiques. C'est tout le sens de l'ouverture du capital qui favorisera une véritable interprofessionnalité. Et là, je crois que sur l'équilibre des territoires, il y a une réflexion, et j'attends beaucoup de vos éclairages, parce que le degré de simplification des conditions d'installation en dépendra. Il nous faut préserver la capacité à s'assurer qu'il y a un maillage. Quelle bonne gouvernance trouver en matière d'installation? C'est à mes yeux l'un des éléments clés de la réforme, en particulier pour le notariat. Enfin, réformer pour les Français, c'est leur permettre de payer le juste coût des services auxquels ils ont recours. Aujourd'hui, certains tarifs n'ont pas de lien avec les coûts réellement supportés. Prenons l'exemple, là aussi, dans le notariat. Lors d'une transaction immobilière, les tarifs des notaires sont proportionnels à la transaction effectuée. Ainsi, au fil des dernières décennies, la rémunération notariale a augmenté sous l'effet de deux facteurs. Une hausse du prix de l'immobilier, qui est l'un des problèmes français, que nous connaissons tous. 253% d'augmentation entre 1996 et 2013 pour les transactions dans l'ancien. Et une hausse du nombre de transactions et de transferts immobiliers. 500 000 ventes de logements anciens entre 1992 à plus de 800 000 en 2012. Alors, il y a un argument très fort qui est vrai dans l'équilibre aujourd'hui tarifaire de ces professions, en particulier dans le notariat. Elle crée une péréquation. C'est vrai. Simplement, cette péréquation ne se fait pas toujours chez les mêmes professionnels. Les bénéficiaires, d'un côté, ne sont pas ceux qui compensent la perte de leurs mêmes actes. Il y a des notaires qui font beaucoup d'actes déficitaires et quelques autres notaires qui font beaucoup d'actes qui sont bénéficiaires. Donc il faut quand même garder ce point présent à l'esprit. L'autre point, c'est que cet équilibre du tarif, il reste pertinent. Il l'était au début. Mais enfin, quand les prix immobiliers ont augmenté de 253%, le prix des prestations déficitaires a-t-il baissé d'autant? Je ne crois pas. Et donc cette compensation, cette saine compensation qui pouvait exister initialement, on voit bien, elle est aujourd'hui vraisemblablement surcompensée. C'est la vérité des chiffres, on pourra y revenir dans le débat. Mais ce sont celles et ceux qui sont là. C'est pourquoi le gouvernement a saisi, et ce qui est d'ailleurs la meilleure façon d'avoir un débat instruit et équilibré, l'autorité de la concurrence. Puisqu'il y a finalement des professionnels qui peuvent nous dire la réalité des tarifs et des coûts et la juste proportion entre l'un et l'autre. La marge des actes courants devra être raisonnable et les tarifs des grosses transactions resteront proportionnels. Par ailleurs, contrairement à aujourd'hui, où s'agissant des actes de la vie courante, il ne peut être opposé un tarif en deçà de celui fixé par l'État, les tarifs réglementés représenteront, c'est du moins ce que nous proposons, plutôt un plafond, ce qui peut contribuer, là où c'est possible, à faire baisser les prix, étant entendu qu'il importe de constater et de tenter de définir aussi des planchers pour éviter les pratiques de dumping ou la concurrence excessive que certains pourraient avoir. Mais si nous définissons un juste corridor en termes de prix, c'est sans doute plus efficace dans beaucoup d'endroits que d'avoir un tarif fixe partout sur le territoire. Cette réforme, vous voyez bien, mesdames, messieurs les députés, dépasse largement les intérêts particuliers. Elle ne défend pas une profession au dépens de l'autre. Elle ne prend pas le parti d'un secteur ou d'une corporation. Elle vise au contraire à améliorer la situation de chacun. C'est en tout cas l'idée que je me fais de l'intérêt général. Elle a vocation à créer de l'activité en permettant aux jeunes de s'installer, aux professionnels de se moderniser, à nos concitoyens aussi, quand c'est possible, de payer moins cher. C'est l'objectif que je me fixe aussi à cet égard. Dépasser les intérêts particuliers pour faire progresser tout entière notre société. Voilà les quelques mots que je voulais apporter. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit encore couvrir, donc je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions que vous jugerez utiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole tout de suite à
Monsieur le député Houillon, vice-président de la mission. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre de venir devant nous pour nous apporter des éclaircissements. Je vais essayer d'être extrêmement synthétique car je vois tellement de doigts se lever que ça signifie qu'il y aura beaucoup de questions et je ne vais donc pas monopoliser la parole. Donc première question, nous sommes apparemment dans un calendrier contraint. Vous nous direz peut-être un peu plus quel est ce calendrier. Vous nous avez dit à l'instant même quelques semaines. Vous nous avez dit, et vous avez raison, que tout cela suscitait une grande émotion, puisque cela a commencé par une annonce de votre prédécesseur indiquant qu'il fallait récupérer 6 milliards de pouvoir d'achat sur les différentes professions. Cette mission travaille depuis peu de temps sur beaucoup de sujets sans connaître exactement le périmètre de la réforme projetée. Le Premier ministre a désigné un parlementaire en mission auprès de vous qui a été désigné, je crois, le 3 octobre et qui doit rendre son rapport à la fin octobre. Et ce matin, toutes les professions, mais vous vous en êtes expliqué, toutes les professions et la presse sont en possession d'un projet qui ne dit pas exactement ce que vous venez de dire, mais qui le dit pour partie, d'un projet qui accroît cette émotion. Voilà, avec par ailleurs, il faudra nous dire un peu plus de votre travail avec Madame Taubira que nous avons entendu ici et qui est, en tout cas c'est ce que j'ai compris, mais je peux me tromper sur l'interprétation, plutôt réticente. Voilà. Bon. Alors quand je vous ai écouté, j'ai envie de dire so what, c'est-à-dire bon, vous dites aucun monopole ne sera supprimé, on ne touche pas aux fondamentaux, nous ne déréglementons pas, il n'y a pas d'indemnisation et donc quelles sont les pistes du projet? J'ai bien entendu qu'il y avait des mesures pour faciliter l'installation, notamment des notaires, qu'il y avait une réflexion sur les tarifs, mais on est maintenant quand même à très peu de temps et de la fin des différentes missions et de l'examen du projet de loi. Il y aura aussi un rapporteur qui va faire, ou une rapporteure qui va faire un travail supplémentaire. Bon, donc, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? La présidente, à chaque fois que nous entendons quelqu'un, dit c'est une mission d'apaisement. Alors, si c'est une mission d'apaisement, essayez de nous dire 2 ou 3 choses un peu précises, parce que pour l'instant, à mon avis, mais peut-être ai-je mal compris, c'est pas le cas. Vous dites on touche à rien, alors qu'est-ce que vous faites finalement? Quelles sont les pistes? Bon, voilà. Donc ça, c'est une première question qui est très importante pour nous tous et puis surtout pour les professionnels qui sont concernés et qui sont évidemment particulièrement inquiets à une époque où les choses ne sont pas si simples. Deuxième question, il semblerait que vous ayez reçu un rapport d'étape de l'autorité de la concurrence. Nous avons interrogé la garde des Sceaux à ce sujet qui n'en avait pas connaissance. Est-ce que, si vous l'avez effectivement reçu, vous pouvez nous dire quelques informations qu'il contiendrait? Troisième question, pourquoi est-ce que on n'évoque pas, question subsidiaire, c'est pas le plus important, pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas les avocats au Conseil? Et enfin, dernière question pour être rapide, est-ce qu'il y a eu... ma question est un peu difficile à poser car comme on ne connaît pas le projet, mais est-ce qu'il y a eu une évaluation, une étude d'impact des modifications? Je suppose quand même que si vous présentez le projet dans quelques semaines, que s'il y a eu un document qui a fuité, s'il a fuité, c'est qui vient donc du ministère, qui a fuité, qui donc est un document de travail qui ne sera pas le projet, j'ai bien compris, mais ça veut dire quand même qu'on est un peu avancé sur le travail, j'imagine. Bien. Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact, une évaluation des différentes mesures projetées? Je mets cette question en dernier, car j'espère bien que vous répondrez à la première pour nous dire quelles sont les mesures projetées. Voilà, j'ai terminé. Merci. La question de Jean-Yves Le Bouillonnec, je me demanderai à Monsieur le ministre de répondre, et de Monsieur Valax, rapidement. Monsieur le ministre, d'abord, vous dire le plaisir que nous avons de vous entendre, comme on a eu grand plaisir à entendre Christiane Taubira. Notre commission, vous le savez, des lois, est en quelque sorte empreinte d'une mission dans cette grande maison que constitue notre Assemblée. Nous sommes, nous, d'une certaine manière, un peu gardiens d'un certain nombre de choses qui appartiennent non pas seulement à l'histoire de notre pays, mais à une réalité qui, depuis plusieurs siècles,
en ont fait pour beaucoup sa spécificité. Nous sommes un État de droit, ce qui impose, bien évidemment, que toutes ces évolutions, celles qui sont justifiées par sa modernité, empruntent ce chemin de l'État de droit. Nous avons un système judiciaire. Il a été original pendant plusieurs siècles, au moins 2. Et bien évidemment, il ne peut pas ne pas connaître des évolutions que d'ailleurs provoque en particulier notre participation à cette grande démarche d'unification de nos droits au niveau européen. Mais nous sommes très attentifs à ce que ces évolutions n'entament en aucune manière les principes fondamentaux qui font que nous ne sommes pas dans un dispositif de common law, mais nous sommes dans le droit continental. Et cette réalité-là, elle n'est pas simplement un argument de débat théorique, elle doit se traduire dans les choix législatifs et organisationnels que nous faisons pour rencontrer la modernité sans échapper à ces principes. Et du même coup, bien évidemment, l'idée de faire bouger parmi la grande démarche que vous entreprenez les professions qui concernent le droit a, pour l'ensemble des professions, posé cette question. Nous-mêmes, nous achevons nos auditions pour avis, nous avons donc l'habitude de rencontrer tous les professionnels, et nous n'avons pas cessé d'être questionnés sur mais est-ce que c'est le système du droit, de la justice et judiciaire que vous posez. Alors, c'est ça le fond de la réflexion que nous avons. Quand on parle d'évolution, nous faisons les constats comme vous, que des professions n'ont pas bougé, que certaines ne se sont pas ouvertes, elles avaient pourtant pris des engagements. Nous avons aussi conscience des dysfonctionnements quasi-économiques. Nous avons conscience des déserts. Nous avons conscience aussi de la non-ouverture de certaines professions. Comment ces enjeux peuvent-ils être conduits? C'est ma première question, en tenant compte de l'enjeu que j'ai évoqué avant, rester dans le fil droit, la droite fil des principes. Et en particulier, comment fait-on pour maintenir un accès au droit, ce qui signifie un accès aux professionnels, dans des déserts? Si la réalité économique de l'activité libérale, de la quasi-totalité de ces professions, ne comble pas la nécessité de gagner sa vie, comment fait-on pour effectivement permettre l'installation du plus grand nombre? C'est cette question, Monsieur le Ministre, que je souhaitais vous poser en deuxième. Et puis il y en a une troisième avec votre autorisation. Vous dites qu'on ne doit pas modifier les organisations ordinales, etc. Mais il est évoqué de la fusion de professions, notamment les mandataires, les administrateurs, les huissiers, les commissaires-priseurs. Ça ne pourra pas ne pas passer par une visite des déontologies et de l'organisation des ordres. De quelle manière pensez-vous faire mettre en œuvre ces évolutions? Monsieur Valax, très rapidement. Très rapidement, merci Madame le Président, merci Monsieur le Ministre pour votre exposé qui était d'une clarté limpide avec des chiffres qui permettent l'interrogation et qui nous obligent tous à nous sentir concernés par une évolution de ces professions vers une modernité qui, je le crois, est votre souhait le plus sincère et peut-être le plus nécessaire pour justement libérer un peu l'économie. Ceci étant, permettez-moi de faire une petite observation, et vous nous avez autorisé, vous nous avez incité à porter la contradiction. Et sur la forme, je voudrais vous faire part de documents que j'ai reçus depuis ce matin ou depuis hier, et qui témoignent de l'émoi, j'allais dire, de la colère, ou en tout cas de l'incompréhension des professions. Vous nous avez dit qu'il y avait eu une fuite au ministère. Je vous poserai quelques questions sur cette fuite, mais je vous lis très rapidement. J'ai synthétisé par profession volontairement les 3 mails que j'ai reçus. Et permettez-moi de m'excuser déjà du ton un peu cru de ces mails, mais je vous les livre parce que je crois qu'il est intéressant que vous puissiez appréhender la réalité de la situation à laquelle nous sommes les uns et les autres confrontés et à laquelle les professionnels dont il est question sont eux aussi confrontés. Alors, premier texte qui émane d'un notaire. Le projet de loi rédigé par Bercy circule librement depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Votre commission, et ça nous est adressé à nous, vos travaux ne servent à rien. Je suis écœuré, me dit ce notaire. La liberté d'installation va être actée avec impossibilité d'être indemnisé. Premier texte d'un notaire. Un avocat, ce matin à 14 heures. Il est certain que la mobilisation de la profession sera sans précédent, tant les mesures annoncées portent atteinte à notre dignité.
Troisième, c'est la profession de pharmacien. Il faut, me dit cette pharmacienne, tenir compte pour l'installation des officines des populations résidentes et pas des populations de passage. L'installation d'officines à visée spéculative dans les galeries marchandes ou les zones commerciales vaut-elle de risquer des milliers de faillites pour les pharmaciens du centre-ville, des quartiers ou des zones rurales? C'est vous dire l'émotion, la colère et l'indignation liées à cette fuite, mais très sincèrement, Monsieur le Ministre, dites-moi, c'est un ballon d'essai, c'est un leurre que vous avez lancé, ou c'est véritablement une fuite, auquel cas je demanderai, avec toute la réserve et la politesse que doit prévaloir, ou qui doit prévaloir dans mes propos, je demanderai qu'il y ait une enquête au niveau de vos services, parce qu'il est inadmissible que ce genre d'attitude, de comportement puisse aujourd'hui se produire. Je n'en dis pas plus là-dessus, puisqu'on m'a demandé d'être très bref. Alors maintenant, les questions. Je ne reviens pas sur le notariat français, qui exerce aujourd'hui une mission d'ordre public, réel maillage du territoire, accessibilité à tous, conseil gratuit, sécurité juridique garantie. Vous avez parlé d'un tarif qui pourrait être aménagé en fonction, ou qui pourrait être calqué en fonction de l'évolution de l'immobilier. Mais on sait aujourd'hui que l'immobilier aurait peut-être tendance à baisser. Comment va-t-on pouvoir donc faire valoir cet argument, qui est un argument de bon sens dans une période où il y a une euphorie immobilière, mais comment va-t-on pouvoir compenser cela si demain tout l'immobilier venait à s'effondrer? Pour les avocats, question très précise, quid de la postulation, quid de l'ouverture du capital, et quid des tarifs, parce que j'ai vu dans ce fameux mail qui circule donc en ligne que vous auriez dit, ou que les services du ministère auraient indiqué qu'il fallait une convention d'honoraires pour tous les actes, ce qui n'est pas sans poser de problème pour la profession. Donc voilà un peu pêle-mêle les trois questions que je devais vous poser. Vous avez eu déjà la première question concernant les pharmacies, et je pense que vous aurez la possibilité de nous répondre sur l'ensemble de ces points. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre à ces trois interlocuteurs? Oui, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces questions qui, pour partie, se recoupent. Donc, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus précise possible. Alors, il y a finalement un paradoxe, parce que, Monsieur le Vice-président, si nous ne réformions rien, d'où viendrait l'inquiétude? Donc, vous noterez avec moi qu'on doit quand même bouger quelque chose. Mais j'y reviens, puisque je vais vous dire, Madame la députée, pardon si je n'ai pas été clair, mais dans mon discours préliminaire, j'ai parlé de l'ouverture du capital, de l'interprofessionnalité, j'en ai parlé, donc, et de la liberté d'installation, en tout cas d'une simplification massive des conditions d'installation. Je vais redétailler de manière plus précise pour que ce soit parfaitement clair les choses, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Par contre, il me semblait nécessaire, en propos préalable, pour éviter justement toute émotion inutile, de ne dire ce que nous ne réformons pas, puisqu'on fait dire à ce projet beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Et vous voyez, je pense que notre pays, si tout allait formidablement bien, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur ces professions témoignent du fait que ça ne va pas parfaitement bien. Et la situation de notre économie n'est pas parfaite non plus. Donc, si on décide de caricaturer chaque réforme en disant ce que je lis sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on est en train de tout saccager, etc., c'est une folie. Donc, je vous ai rappelé dans mon propos préliminaire que ça n'était en aucun cas le cas, c'est-à-dire qu'on préserve précisément les fondamentaux, et donc pour répondre très précisément à l'un et à l'autre, messieurs les députés, on ne touche en rien à ce qui constitue le droit français. On ne touche en rien à ce qui ferait dériver notre droit français vers un droit de common law, puisque l'acte authentique est préservé dans toutes ses dimensions, sans aucune exception, et que les exclusivités qui sont réservées à chacune de ces professions sont préservées. Donc il est important, quand on lit des choses fausses dans les commentaires, de bien le repréciser. Il me semblait que c'était la vérité et la transparence que je vous devais. De la même façon, je vous ai dit que nous ne touchions pas sur les autres professions les conditions fondamentales, l'existence des ordres. J'y reviendrai pour la grande profession de l'exécution du droit. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on touche? On touche le capital. Ouverture du capital entre professionnels du droit et experts comptables. Premier point. C'est une réforme, c'est une ouverture. Si elle vous paraît indolore et sans saveur, je m'en réjouis, parce que ça fera progresser beaucoup les choses. Deuxième point, la réforme des tarifs, qui est une vraie réforme, qui consiste aujourd'hui, d'une part, à proposer un corridor tarifaire, non plus un tarif fixe, mais un plafond et un plancher,
d'avoir une révision régulière des tarifs. Je rappelle quand même que les tarifs notariaux ne sont pas révisés depuis 1978. On considère que c'est satisfaisant, ça n'est pas mon cas. Donc corridor, révision périodique, donc un meilleur fonctionnement tarifaire. Troisième point, conditions d'installation. Simplification drastique des conditions d'installation. Sur ce point, pour être parfaitement transparent avec vous, les réflexions sont en cours. Et c'est pour ça que je disais que j'attends beaucoup de vos propres réflexions et du fruit de vos auditions et de vos cogitations. Parce qu'il y a une option qui consisterait à porter la libre installation. C'est-à-dire à dire, aujourd'hui, il existe des déserts notariaux, je les évoquais, ces déserts notariaux ne sont pas là où on croit, ils ne sont pas ruraux. Il y a 2 à 3 fois plus, beaucoup de départements ruraux de notaires, que dans certains départements très urbanisés. C'est une option possible. Elle est défendue par certains, par certaines études, etc. Je ne dis pas que c'est la position arrêtée aujourd'hui, parce que ce n'est pas le cas. Ni la mienne, ni celle de Christiane Taubira. Il y a une autre option qui consisterait à dire on allège drastiquement les conditions d'installation qui existent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous vivons, on le voit bien, ne sont pas satisfaisantes en termes d'installation. Les règles sont trop nombreuses, le système du droit de présentation est beaucoup trop rigide, et donc on voit bien qu'il y a un archaïsme dans le fonctionnement même de l'installation pour ce qui est du notariat et de la transmission de la charge. On ne peut pas parler d'officier ministériel et d'avoir une transmission de charge où le professionnel, on peut avoir de longs débats sur le droit de présentation et son caractère propre, sa valorisation, son statut juridique, le Conseil constitutionnel aura à se prononcer dessus. Mais est-ce que c'est aujourd'hui un fonctionnement moderne que d'avoir, et justifié pleinement, que d'avoir un droit de présentation qui appartient au notaire lui-même et qui va être présenté pour que l'officier public ministériel soit en quelque sorte directement désigné, proposé. Enfin, vous voyez bien que dans les conditions de transmission et d'installation aujourd'hui, il y a des archaïsmes qui peuvent être modifiés, qui doivent être modifiés. Et je vous invite, puisque vous êtes sensible aux réseaux sociaux, à regarder l'expression des jeunes diplômés notaires, qui sont nombreux, depuis des semaines, à expliquer la situation dans laquelle ils vivent, à expliquer partout qu'ils ont été quasiment forcés d'aller manifester le jour de l'expression des professions libérales, et qu'ils ont reçu des menaces parfois dans certains offices pour porter leur voix. C'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai jamais été dans l'excès sur cette réforme, je ne l'ai jamais été. Vous pouvez contester la vérité, je reçois ces lettres. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, nous devons aussi prendre en compte cette situation. Il y a un archaïsme et il n'est pas normal. Donc, je suis à cet égard soucieux à cet égard de pouvoir, avec vous, ouvrir les conditions d'installation de ces professions, les rendre plus transparentes et plus méritocratiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes diplômés notaires qui ont le diplôme, l'expérience, qui ont le quotidien d'un notaire et qui ne sont payés que 1 à 2 fois le SMIC et qui n'ont aucune perspective de devenir notaire. C'est la vérité du pays dans lequel nous vivons. Elle n'est pas satisfaisante sur le plan économique et sur le plan de la justice. Donc, je suis très précis avec vous sur ce point, monsieur. Enfin, la piste qui est proposée dans les travaux qui ont été aujourd'hui mis sur la table, c'est celui d'une grande profession de l'exécution du droit, monsieur le vice-président. La grande profession de l'exécution du droit, c'est la possibilité d'ouvrir, aujourd'hui, les professions d'huissier, de commissaire de justice et de mandataire, pas d'administrateur, tenu à part. Et donc, ça ne se fera pas en un jour. Il ne s'agit pas, ici, du jour au lendemain, de supprimer les ordres. Oui, c'est ça. Commissaire-priseur judiciaire. Pardon. On appellerait commissaire de justice. On appellerait commissaire de justice le rapprochement de ces 3 professions. Tout ça prendra du temps. On ne va pas supprimer en un instant ces professions. Mais il y aura, c'est tout le travail qui est mené avec la chancellerie, des passerelles qui pourront être faites entre ces professionnels en termes de formation continue, un diplôme progressivement commun et la possibilité, une fois les validations de compétences faites, certains professionnels d'accéder aux compétences de l'autre. Pourquoi? On le sait bien. Les mandataires de justice sont sur une bonne partie de notre territoire en nombre insuffisant, font des tâches que, pour partie des huissiers qui auraient pu recevoir la formation continue nécessaire, qui parfois d'ailleurs l'ont déjà, pourraient effectuer, ce qui crée une plus grande concurrence, une saine concurrence,
et ce qui offre plus de possibilités pour nos tribunaux de commerce en particulier de renvoyer les affaires et d'avoir une action plus efficace. C'était pour le contenu de la réforme, et j'espère ne rien avoir oublié sur les mesures qui sont aujourd'hui considérées. Pour ce qui est donc du travail, vous l'avez bien dit, Richard Ferrand conduit un travail sur l'ensemble des professions réglementées, donc qui se coordonne avec vous sur les professions du droit, mais sur les autres professions, il conduit aussi un travail très important, en effet, auprès du gouvernement, et nous sommes en interaction régulière, et ces réflexions nourriront notre travail dans les prochains jours et les prochaines semaines. Pour ce qui est du calendrier, Monsieur le Vice-président, l'objectif qui est poursuivi est de pouvoir déposer un texte en Conseil des ministres vers la mi-décembre. C'est l'objectif qui m'a été fixé, et d'avoir une discussion donc en première lecture au Parlement en janvier, plutôt la deuxième partie du mois de janvier. Donc voilà, de manière très précise, l'objectif en termes de temps. Sur le rapport d'étape de l'autorité de la concurrence, j'ai reçu un rapport d'étape, en effet, il y a quelques semaines, qui est un document de travail à ce stade, qui ne comporte pas de propositions précises. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir, si c'est possible, avant la fin d'année, on m'a promis avant la fin d'année ou tout début d'année prochaine, une version finale. Le document que j'ai reçu confirme les tendances chiffrées du rapport de l'IGF sur le niveau des revenus et des tarifs. Et donc, il confirme les constats que j'ai pu vous présenter au début de mon propos et sur lesquels nous travaillons. Pour ce qui est d'une étude d'impact et d'évaluation, mon prédécesseur avait fait état d'une note du Trésor qui chiffrait l'ensemble des mesures d'ouverture avec ce chiffre de 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat redistribués à horizon 10 ans. Bon. Moi, j'ai toujours dit, si ça vous intéresse, je tiens à vos dispositions toutes ces batteries de chiffres, parce que je pense que ça peut alimenter le débat. Moi, je suis très prudent pour ma part. Dans ce chiffrage, par exemple, il y avait la suppression de l'acte authentique. Pourquoi je ne l'ai pas retenu? Parce qu'on peut dire que ça va faire baisser le prix et redistribuer du pouvoir d'achat, mais ça va créer du contentieux, on le sait bien par ailleurs. Donc ça va réaugmenter de manière indirecte les coûts. Bon, donc moi, je suis honnêtement très prudent. Je suis à peu près convaincu que l'ouverture, elle crée de l'activité, elle en crée, on aide à moderniser, on apporte l'offre. Je suis convaincu que les modernisations qu'on peut apporter, les regroupements permettent de faire baisser les tarifs de manière pertinente sans léser les professionnels de manière excessive, en permettant de mieux s'organiser. Le rapprochement des tarifs au coût permet de faire gagner du pouvoir d'achat. J'ai redemandé, à la lumière des nouvelles propositions qui sont sur la table, d'avoir un nouveau chiffrage. Quand je l'aurai, je vous le donnerai. Mais je suis toujours très prudent avec... C'était aussi une évaluation sur des conséquences sur oui, les professions. Mais je vous parle des conséquences en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat, en termes d'activité. Donc c'est les conséquences pour l'ensemble de la société, dont les professions elles-mêmes. Donc tout ça est pris. Maintenant, les analyses qui sont faites, vous voyez, sont très macroéconomiques. Donc c'est pour ça que je suis prudent à l'égard de ces dernières. Je pense que le pragmatisme que reflète notre discussion et qui est celui de notre approche commune prend plus en compte les conséquences que ça peut avoir sur les professionnels et au-delà sur leurs clients et le reste de l'économie. Mais je vous donnerai, je vous ferai transmission de ces informations dès que je les aurai. Monsieur le député, je crois avoir répondu à votre première question sur la dérive du modèle de droit français. À partir du moment où j'ai précisé les intangibles de la réforme, il n'est en aucun cas prévu d'aller vers un modèle de common law. Et je le dis ici, on débat beaucoup du sujet du notariat parce qu'il est très sensible et qu'on voit bien qu'il y a beaucoup à moderniser et que finalement, l'expérience de la réforme de 2009 est l'illustration du fait qu'on ne peut pas rester dans la structure actuelle pour moderniser cette profession. C'est en même temps le fait, la reconnaissance même, pardonnez-moi cette remarque de bon sens, en 2009, il y a eu un engagement qui n'a pas été tenu. Et aujourd'hui, on nous dit, après des semaines de discussion, on peut en créer 2 ou 3 000. 2 000. Honnêtement, ça n'est pas raisonnable. Si en 5 ans, il y a un potentiel de création de 2 000, diable, que la régulation a été défaillante, que tout ça est malthusien, à quel point ça ne marche pas? Eh bien, la simplification doit aller, en effet, vers un désengagement, sans doute, des services de la chancellerie. Je ne veux pas parler dans le nom de Christiane Taubira, mais si on parle de libre installation, la chancellerie n'aura plus ce problème malthusien. Voilà, mais donc, nous aurons, mais donc, je suis ravi qu'un député et notaire ait cette conviction chevillée au corps. Je pense qu'on peut, dans ces cas-là, s'entendre
Si votre problème, si à votre avis la gestion malthusienne de cette profession est due à la chancellerie, je vais en reparler à Christiane Taubira, mais je pense qu'elle sera ravie avec moi de proposer qu'on ouvre les conditions d'accès. Parce que, si vous voulez, le diplôme, l'expérience, l'honorabilité sont des intangibles qui doivent perdurer, qui sont les garants de notre sécurité juridique. Le maillage territorial est une préoccupation qu'on doit avoir. La question, c'est comment on la fait vivre. Aujourd'hui, l'approche est malthusienne. Et donc, on pourrait dire, la solution, c'est d'en reprendre 2000 comme on nous le propose. On sort aujourd'hui les 2000 qui sont là, qui arrangent tout le monde, mais ça n'est pas satisfaisant. Parce qu'aujourd'hui, en effet, les règles mêmes du fonctionnement et de la gestion de cette profession ne sont pas satisfaisantes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les notaires sont des éléments constitutifs et au cœur de notre modèle juridique. Et donc, en aucun cas, je n'ai songé à les supprimer, les affaiblir ou réduire le périmètre de leur mission. Parce que, nous le savons tous, ils sont au cœur de la sécurité juridique de notre droit. Ils sont au cœur également, dans les territoires, d'un vrai service public. Et donc, moi, j'ai énormément de respect pour cette profession et pour ces professionnels. Donc, en aucun cas, il n'y aura de remise en cause de ce que les notaires et le notariat constituent. Mais ma conviction profonde, c'est qu'on peut moderniser les conditions d'installation et d'exercice de cette profession. Et c'est dans cet équilibre qu'on peut travailler. Mais là-dessus, je vais être parfaitement clair avec vous, il n'y a pas de remise en cause. Sur le maillage territorial, le point doit être considéré. J'en ai mis ici les bornes. Je n'ai pas la bonne réponse. Hein. Il y a plusieurs approches. Il y a une approche de stricte concurrence qui consiste à dire libre installation, ça va s'organiser. Non mais je fais le tableau clinique des scénarios. Il y a une autre approche qui consiste à dire ça ne marche pas. Si on veut avoir un maillage territorial, il faut qu'on ait une forme de commission, dans ces cas-là, quelque chose de plus, je vais dans le sens de monsieur le député, de plus moderne, et on crée une commission ad hoc qui définit la cartographie pour être sûr qu'il y a un maillage, et avec une approche plus allante. Cette voie m'intéresse. Ce qui existe aujourd'hui n'est pas satisfaisant, puisque ça ne le fait pas. Et donc, il faut le faire évoluer. Donc, on crée une commission ad hoc, a priori. Il y a une troisième voie, qui serait de dire, on laisse faire, mais tous les ans, on regarde ce qui ne va pas et on régule. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une commission a priori, mais on a une instance qui demande à la profession de s'organiser différemment, de dire, les prochaines installations, vous devez les flécher vers tel lieu ou tel autre. Je n'ai pas forgé ma conviction, hein. Je n'ai pas aujourd'hui d'éléments déterminés. Je partage avec vous de manière extrêmement libre et ouverte l'état de la réflexion. Et je suis très preneur de vos propres réflexions sur ce sujet. Je constate en général, parce que le projet de loi que je porte traite de beaucoup de sujets différents, dans beaucoup de domaines différents, que notre tendance naturelle classique, c'est toujours d'essayer de mettre le maximum de verrous a priori, pour des bonnes raisons. Mais à la fin, on n'arrive pas au meilleur résultat économique. Et j'aurais tendance à dire, si tout ce qu'on voulait préserver sur le plan juridique et de l'aménagement du territoire peut être préservé, prenons quelques risques, ayons quelques audaces sur le plan économique, notre pays en a besoin. Mais je suis preneur là de vos éclairages. J'ai répondu sur le plan de la fusion des professions. Alors, monsieur le député, sur la fuite, je me suis expliqué. Vous savez, ne cherchez pas avec moi des stratégies perfides. Ma courte expérience ministérielle a montré que j'avais beaucoup de maladresse, mais en même temps beaucoup de franchise. Donc, quand il y a des idées que je veux tester, je les dis directement. Donc, si j'avais voulu faire un ballon d'essai, comme vous le dites, je l'aurais fait moi-même. Je n'aurais pas fait fuiter un texte. Et je partage avec vous là ce qui sont des pistes. Donc, cette fuite, je peux même vous dire, elle ne vient pas de mes services. Parce que ça n'est, là j'essaie de me représenter l'intérêt des uns et des autres, ça n'est pas l'intérêt de Bercy de faire fuiter ce genre de documents. Et ça fait des mois et des mois que mon prédécesseur, son cabinet, ses services travaillaient sur ces documents. Donc je crains que ce document n'ait fuité d'ailleurs. C'est dommage, je le réprouve, je le désapprouve, et je pense que c'est stupide. Maintenant, non mais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que dans ces affaires, malheureusement parfois des textes circulent trop, sont partagés. Je n'ai pas dit ça, monsieur le député. Mais on peut se parler. Soit on parle franchement. Non, je ne crois pas, parce que les textes circulent plus largement, parce qu'ils sont échangés avec les uns et les autres, parce qu'ils sont partagés. Donc, je pense que, honnêtement, ça n'est pas très intéressant.
Alors faites votre enquête et vous y consacrerez votre temps. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis simplement que ça ne vient pas de chez moi, que ça n'est pas une stratégie. Mais maintenant, ça ne sera pas non plus une stratégie pour me faire dire qu'on ne fera rien de ce qu'il y a écrit dedans. Qu'on soit d'accord. Parce que je connais le piège par cœur et je ne suis pas une guêpe qui se fait attraper de cette façon. Donc, ce texte est un texte qui circule. Je vous ai dit, ceux qui avaient un statut, il n'y en a pas d'autres. Je le regrette, surtout vis-à-vis des professionnels, pas de celles et ceux qui veulent jouer avec ça, parce que, honnêtement, ils méritent mieux que de l'angoisse sur leur quotidien. Et là, je veux les rassurer, les fondamentaux de leur profession, les équilibres, ne seront pas touchés. Ce sont les points que j'ai évoqués qui seront traités. Pour ce qui est des pharmacies, elles ne feront plus partie du projet de loi sur l'activité. Avec Marisol Touraine, convaincus des mêmes choses et compte tenu de la concomitance du projet de loi santé, nous avons décidé et proposé au Premier ministre qui l'a acté de tout mettre dans le projet de loi santé porté par Marisol Touraine. Enfin, sur les tarifs, quelle est l'approche? L'approche n'est pas de refixer sur des tarifs, des prix de l'immobilier qui seraient en train de baisser une nouvelle règle qui deviendrait perdante. L'approche, c'est de dire aujourd'hui de manière évidente, nous avons eu une décorrélation qui s'est accrue ces dernières années entre les coûts réels et les tarifs, compte tenu du mode même de fixation de ces tarifs et du fait qu'ils n'étaient pas revisités. Non, c'est qu'ils ne sont pas réactualisés. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'avoir une approche pragmatique où on éclaire les tarifs par les coûts. Je ne suis pas en train de dire que le tarif est égal au coût, parce que nous souhaitons tous préserver la péréquation qu'il y a dans certains tarifs. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Et les notaires y sont attachés et ils ont raison. Maintenant, je pense qu'on peut rendre plus intelligente cette péréquation en éclairant les tarifs au coût, en ayant cette approche par corridor que j'évoquais tout à l'heure et en ayant des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire toutes les X années, en révisant les tarifs à la lumière de l'évolution des coûts et du reste de la vie économique. Ça me semble, là aussi, de bon sens, sans tout déstabiliser. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour tous ces éclairages que vous nous donnez. Je vais désormais passer la parole à Jean-Michel Clément, Monsieur Zoum-Keller et Madame Zimmermann. Écoutez, là, j'ai une liste longue. Voilà. Posez la question, simplement. Posez la question et on ira très vite. Madame la Présidente, on a peut-être un petit peu plus qu'une question quand même. Si on pouvait avoir le temps de s'exprimer, ça serait quand même gentil. Ça fait 1 heure qu'on est là, on n'a encore rien pu dire. Donc si on pouvait juste s'exprimer, ça serait très gentil. Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Moi, je suis très perplexe sur ce qu'on vient de vivre, le grand moment qu'on vient de vivre. On arrivait ici en se disant, voilà, moi j'avais pas très bien compris l'objectif de ce projet de loi. Je comprends l'attente en termes de pouvoir d'achat, en termes de libération de croissance, en termes de lutter contre les corporatismes. Mais là, depuis 1 heure, j'avoue que je n'ai pas très bien compris en quoi le projet que vous nous présentez va résoudre toutes ces interrogations. Premièrement, si vous craignez la caricature sur Internet, le meilleur moyen, c'est peut-être de fournir aux parlementaires une base de travail. On aurait peut-être avancé un peu plus vite. Parce que si ce n'est pas votre ministère, si ce n'est pas le ministère de la Justice, et s'il y a plein d'organismes qui l'ont, on ne peut encore plus que regretter que les pauvres parlementaires que nous sommes ne l'aient toujours pas eu quand même. Ça semblait quand même une base de travail qui aurait peut-être évité certaines dérives. Je pense que là-dessus, on peut être tout à fait d'accord sur le principe. Et j'ai envie de vous dire, Paris n'est pas la France. Si je vous ai bien écouté, quand vous parlez de chiffres, quand vous parlez de manque, etc., eh bien écoutez, moi, ça ne correspond pas à ce qui se passe dans mon territoire. Je vais vous citer quelques exemples. Dans le territoire de Belfort, il y a autant de notaires femmes que de notaires hommes. C'est une réalité. La profession s'est rajeunie, féminisée. Ça aussi, c'est une réalité. Quand vous parlez de 17 000 € par mois, les notaires du territoire de Belfort, quand ils vont regarder l'audition, ils vont faire une attaque ou quelque chose, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, quand un notaire fait une vente de 150 000 €, et excusez-moi, dans un département comme le nôtre, les choses se vendent à ce prix-là. On n'est pas non plus en région parisienne. Il y a donc 11 600 € de frais. Quand on a enlevé les taxes, quand on a enlevé la part des collaborateurs, il reste 331 € pour le notaire. Alors, moi, il va falloir m'expliquer quels frais on va baisser. Et en baissant ce frais-là, comment on va faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? J'avoue que là, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Les professions sont les premiers à reconnaître qu'il y a des difficultés, les premiers à dire qu'il faut avancer, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il ne faudrait pas, sous prétexte qu'il y a quelques excès, détériorer un système qui date de la Révolution, puisque
bon, ce que font circuler les huissiers, il y a des textes quand même ventoses, etc., et des choses qui datent depuis très longtemps. Je ne dis pas qu'il faut pas les bouger. Je dis simplement que notre système fonctionne, que la protection juridique, ça existe, que les notaires et les professions réglementées assurent des conseils gratuits, qu'il ne faut pas oublier tout ça, et que, à trop vouloir déstabiliser, les conséquences peuvent être peut-être, à mon avis, dramatiques. Donc, une fois que vous aurez mis en place votre projet, enfin, nous, on va pas le combattre, essayer d'y apporter des améliorations, c'est un peu l'objectif que nous avons. Une fois que vous aurez fait la liberté d'installation, vous aurez créé la future profession, que vous aurez créé une compétence nationale pour les huissiers, parce que vous dites que vous ne touchez à rien, créer une compétence nationale pour les huissiers, c'est quand même toucher à quelque chose, que vous allez ouvrir le capital, qu'est-ce qui va devenir? Il va y avoir des cabinets low cost, et vous allez renforcer les grands cabinets que vous dénoncez aujourd'hui. C'est ça la réalité, c'est ça qui va se passer sur le terrain. Vous allez faire des grands cabinets encore plus forts, et ceux que vous dénoncez aujourd'hui seront encore plus forts demain. Et globalement, qu'est-ce que vous allez faire des professionnels existants? Parce que c'est facile de dire on change les règles et il n'y aura pas d'indemnisation. Mais il y a quand même des jeunes notaires qui viennent de s'installer, qui ont acheté des charges, et qui vont peut-être se trouver en concurrence d'autres qui n'ont pas acheté de charges. Ces jeunes notaires payent des emprunts. Qui va leur payer les emprunts? Que vont devenir les salariés des études? Qu'est-ce que vous envisagez pour tout ça? Je crois que ça pose des vraies questions. Vous avez raison. Il faut lutter contre le corporatisme. Mais le corporatisme, c'est aussi la haute administration qui crée tous les jours des nouvelles normes qui font que les choses soient plus chères. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est peut-être pas votre projet, mais contre le corporatisme, allons-y. Regardons-nous nous-mêmes. Regardez vos services aussi, le nombre de normes qu'on crée tous les jours. Parce que dans le 11 600 €, ce qui coûte, c'est les taxes, c'est les normes. Et quand un notaire qui traitait un dossier il y a quelques années, le dossier faisait, je ne sais pas, 20 pages, il en fait 4 fois plus aujourd'hui. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, ok, d'accord, changeons les choses, mais ne déstabilisons pas tous des secteurs simplement parce qu'il y a quelques gros cabinets, simplement parce qu'il y a des cas très précis, parce que je crois que la situation de notre pays ne permet pas de déstabiliser tout un tas de professions et qu'au final, le résultat sera bien pire que ce qui se passe aujourd'hui. Oui, juste un mot, Monsieur le Ministre, merci de ces éclairages tout à fait intéressants. Moi, je crois qu'il y a une constante dans toutes les professions que nous avons pu auditionner jusqu'à présent, c'est le constat, y compris fait par eux, du nombre insuffisant de professionnels. Je crois que c'est une constante, on peut le dire. Il y a ce constat qui fait qu'ils sont aujourd'hui, dans chacune des professions, tous le reconnaissent, ils sont insuffisamment nombreux. Donc, quelque part, je dirais, moi j'en fais la conclusion que lorsqu'on parle de mission de service public, d'officiers ministériels, je dirais de rédaction d'actes authentiques qui sécurisent la vie des affaires, on peut se dire qu'à ce moment-là, s'ils ne sont pas assez nombreux, ça porte atteinte justement à tous ces pans entiers de ce qui fait notre spécificité de notre système juridique. Donc, nécessité d'augmenter le volume de professionnels dans toutes les professions. J'ajoute que dans certaines d'entre elles, nous l'avons vu dans le cadre des missions sur la réforme des tribunaux de commerce et la question particulière des procédures collectives, nous avons aussi pu identifier que, là encore, il y avait des besoins à augmenter le potentiel de professionnels pour aborder ces questions-là qui coûtent très cher à notre pays. Donc, face à ce constat, moi j'aurais 3 petites questions simples et qui sont précises. Sur la question du notariat, j'auditionne régulièrement les professionnels de ma circonscription, qui sont des notaires de province, avec des prix moyens de vente immobilière qui vont de 80 000 à 150 000 €, c'est pour vous donner un peu le paysage, des gens qui sont installés en milieu rural, dans des petites communes, des petites villes, la plus grosse fait 7 000 habitants, tous me disent la même chose, notamment quand je leur dis, mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans votre profession? Il y a une constante, c'est la suppression du clerc habilité, qui est, selon eux, de nature à détourner véritablement les fondamentaux de la profession de notaire. Et ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Première chose. Deuxième question, concernant l'ouverture du capital. Quand je vous écoute, ouverture du capital, j'ai tendance à dire oui et non. Oui, s'il s'agit de permettre à des professionnels de s'associer pour justement mailler un territoire, pour s'organiser en groupe, je dirais, de confort de travail notamment, et puis pour permettre justement à des jeunes d'accéder au métier par le biais de l'entrée en société. On sait bien que la meilleure des transmissions, c'est celle qui va associer justement les 3 temps, la transmission du savoir, la transmission du pouvoir, la transmission de la propriété, qui est le phénomène classique de transmission. Et si on a effectivement des supports juridiques qui permettront des associations, je pense que là, c'est une voie qui mériterait d'être explorée
dans beaucoup de professions. On a vu que dans le cadre des professions d'avocats au conseil, il y a des cursus qui sont prévus avec 4 associés maximum par cabinet. Je pense qu'il y a ici quelque chose à regarder parce que l'installation individuelle aujourd'hui, elle peut toujours être envisagée, mais elle présente effectivement beaucoup de difficultés et de risques, y compris pour le jeune qui va s'installer. Donc je pense que si on avait des processus, je dirais, sociétaires qui permettaient cette installation, donc vous voyez ma préoccupation, c'est de dire des associés, oui, des capitaux, pas spécialement. Même, je dirais plutôt non. Donc c'est ma deuxième remarque. Ma troisième remarque, et c'est la dernière, concernant le maillage territorial. Moi, j'insiste sur cette nécessité. Je termine une mission budgétaire sur l'accès au droit. Je peux vous assurer que l'accès au droit, aujourd'hui, en milieu rural, par exemple, eh bien, le premier accès au droit, c'est le notaire, puisque les tribunaux d'instance ont disparu dans de trop nombreux endroits. Et aujourd'hui, les notaires vous diront que lorsqu'on pousse la porte de l'office notarial, eh bien, une fois sur deux, c'est pour demander un renseignement. Des fois qui s'arrête au guichet, parfois qui va jusqu'au notaire. Mais en tout cas, ce sont des sources d'informations essentielles qui ne sont pas comptabilisées, qui ne sont pas mesurées économiquement, mais qui sont essentielles pour l'accès au droit au singulier, mais aussi l'accès au droit au pluriel. Donc je pense qu'il faudra aussi qu'il y ait ce souci de vigilance pour que cet accès au droit soit pérennisé, quoi qu'il arrive, y compris avec une nouvelle organisation des métiers sur le territoire. Merci beaucoup, Madame Zimmermann. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être présent ce soir à nos côtés. Je crois, si vous voulez, que d'abord je ferai miennes les paroles du vice-président Philippe Houillon. Et je crois sincèrement, Monsieur le Ministre, que certes, c'est votre prédécesseur qui avait lancé l'idée, vous l'avez reprise, mais si nous avions un projet de loi sur lequel nous pourrions travailler, je crois qu'il serait quand même beaucoup plus simple et ça éviterait à la fois les fuites, ça éviterait toutes les supputations des uns et des autres, ça éviterait que les uns et les autres posent des questions qu'il ne faut pas poser. Et ça consacrerait quand même peut-être un débat que vous avez toujours souhaité. Parce que moi, je veux bien débattre sur quelque chose que je connais. Alors c'est vrai que je suis peut-être un simple petit député de base et que, j'ai peut-être pas compris ma mission de législateur, mais c'est sur un texte que je travaille. Et aujourd'hui, on travaille sur des auditions et sur des gens qui sont extrêmement inquiets. Parce que moi, j'utilise le terme beaucoup plus fort, parce que ce n'est pas de l'émoi, c'est de l'inquiétude. Ce sont des professions, celles que nous avons rencontrées, qui aujourd'hui sont prêtes, les unes comme les autres, à dialoguer et à changer, à évoluer leurs pratiques. Et certaines, d'ailleurs, ont changé, notamment dans l'introduction de leur façon de gérer avec le numérique, avec tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour faire évoluer de façon à la fois moderne, mais surtout pour garder cette proximité qui est nécessaire aujourd'hui avec une population qui, elle aussi, est très inquiète. Donc, je pense que c'est la première remarque que je ferai. Si vous voulez, et vos propos liminaires, alors certes, c'était, j'ose l'espérer, que des propos liminaires, et vous alliez répondre aux questions, et je souhaite vivement que les questions nous permettent d'avoir un petit peu plus de précision. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez à nombreuses reprises dans vos propos évoqué la place des femmes. Mais vous comptez légiférer là-dessus ? Je pense que ce n'est pas possible. Et si vous voulez, je comprends parce que très souvent, les femmes, et nous l'avons évoqué à certains moments, par exemple, les avocates dans certaines études, ce sont très souvent de petites mains. Ok, mais simplement, je crois... non, mais
soucis, notamment au niveau des avocats du Conseil d'État. On a des avocates qui sont brillantes et qui, malheureusement, ne sont là que pour préparer les dossiers. Bon, mais je crois, si vous voulez, que cette question, moi, j'aimerais savoir comment vous comptez la régler. Comment vous comptez gérer cette question qui est une réalité dans ces professions. Mais légiférer, à mon avis, c'est pas possible. Et dernière question, alors qui est propre à une spécificité qui est la mienne, d'être mosellane. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais que si on était intelligent, on le prendrait comme modèle dans d'autres domaines, parce qu'on n'a pas été mauvais quand même dans certains domaines. Et donc, rassurez-moi, vous n'allez pas y toucher. Au contraire, vous allez l'exploiter au maximum. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais quand même apporter une petite précision à Madame Zimmermann, c'est que là, on est quand même dans une mission et non pas dans l'examen d'un projet de loi qui viendra ensuite. Je tiens quand même à le dire. Nous avons souhaité, nous, à la Commission des lois, d'une façon très majoritaire, mettre en place une mission pour justement, au travers des auditions, anticiper et améliorer notre réflexion au regard d'un projet de loi qui est à venir. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Touret. Et Madame Capdevielle, qui vient de partir, ce sera donc Monsieur Molac. Ça va, c'est bien plus compétent et bien plus agressif que le chien de garde. Donc vous allez affronter une armée de Rottweilers, Monsieur le Ministre, qui ont beaucoup de possibilités de trouver des alliés. De l'expérience que je peux avoir, je suis resté un professionnel libéral pendant 40 ans, c'est de vous dire que le droit est devenu de plus en plus complexe. En droit social, qui est une matière dont j'ai été l'un des premiers spécialistes, désormais les conclusions, c'est 40 pages. Il y a 20 ans, c'était 4-5 pages. C'est 40 pages, avec des moyens de droit, des moyens, des exceptions, etc., extraordinairement complexes. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est favoriser la spécialisation. Car nous avons un rapport de confiance en tant qu'utilisateurs avec les professionnels du droit, et ceux-ci doivent être exemplaires et compétents. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que nous attendons, bien évidemment, de l'ensemble des professions. La deuxième chose, c'est le problème de l'aménagement du territoire. Car, ça a été soulevé par beaucoup, c'est une réalité. C'est une réalité, et la liberté d'installation n'est pas forcément synonyme d'aménagement du territoire. Je constate que ma profession d'avocat ne s'installe nulle part dans des bourgs de 2, 3 000, 5 000 habitants. Qu'en revanche, les notaires, ils sont tous là. Et nous avons, je le cite, moi, dans ma commune, voilà, plusieurs notaires. Il n'y a aucun avocat, ça n'existe pas. Il faut aller à Caen pour avoir les avocats. Et donc, ce que je crains, c'est qu'une trop grande ouverture avec la liberté d'installation amène un renforcement de la ville-centre. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. La deuxième chose, il faut favoriser absolument la méritocratie, et en particulier pour l'accession aux charges notariales. Je crois que c'est indispensable. Multiplier les ouvertures de charges en les mettant au concours, en particulier dans les nouvelles villes. Ça me semble indispensable. Donc la méritocratie, car l'expérience que j'ai, c'est que toutes ces professions sont très souvent familiales. Le fils succède au père, à la bru, etc. Et on trouve des dynasties familiales qui s'installent, qui se font pas forcément au profit de la qualité de la méritocratie. Donc, méfions-nous absolument de cela. En ce qui concerne les avocats, je voudrais simplement vous redemander une question qui vous a été posée, à laquelle vous n'avez pas répondu, sur la postulation.
la postulation est liée finalement à l'exercice dans un lieu. A-t-elle encore une nécessité, une réalité? Je ne le crois pas, mais il serait nécessaire d'avoir votre avis à ce niveau-là. Voilà, Monsieur le Ministre, je crois qu'il faut réformer, mais vous aurez besoin de beaucoup de doigté et vous aurez besoin de faire beaucoup de calinothérapie. Et je ne doute pas que vous ayez compris cette mission qui est la vôtre. Monsieur le ministre doit partir dans moins de 10 minutes, 6 minutes. Et en fait, on devait terminer à 17h15. Donc, je vous demande à Monsieur Molac et Monsieur Huyghe de 1 minute, une question, et de sorte que nous puissions entendre. Merci Madame la Présidente. Donc, merci Monsieur le Ministre. Vous avez tenté de nous rassurer sur un certain nombre de points. Je vous en remercie. Alors, l'idée... Deux choses. La première, c'est effectivement les problèmes de tarifs. Un certain nombre de notaires sont bien conscients que leur métier en milieu rural et leur métier à Paris n'est pas le même. Donc l'histoire du corridor, ça me semble effectivement une bonne chose et ils l'appellent. Vous avez parlé, et c'est ma principale préoccupation, le problème de l'installation. Je crois que M. Touret a bien posé le problème. La liberté d'installation, ce n'est pas forcément avoir des praticiens partout. Si je prends par exemple les médecins, on a un numerus clausus, on a une liberté d'installation, et nous, dans les campagnes, on n'a plus de médecins. Et quand on veut un spécialiste, on est obligé d'aller à la grande ville, c'est-à-dire, en gros, de faire 50, 60 ou 70 kilomètres. Et c'est pas aller-retour, c'est 140 aller-retour ou c'est 100 aller-retour. Voilà la réalité. Ils ont la liberté d'installation, mais des médecins, on en a suffisamment, mais ils sont très mal répartis. Donc, quand on voit les notaires, eh bien, chez nous, il y a des notaires, y compris dans des petits... Alors, on appelle ça des villages, nous on appelle ça plutôt des bourgs, qui sont de 2, 3 000, 4 000 habitants, et on a des notaires. Donc c'est très important de garder ce maillage, et c'est pour ça que je serai, moi, très attentif à ça. On a des notaires, on a des huissiers, mais par contre, on n'a plus de médecins. Oui, Madame la Présidente, je regrette que, depuis le temps que je demande la parole, on me la donne pour 1 minute à la fin. Je voulais vous dire, Monsieur le Ministre, vous m'avez qualifié de député notaire. Je suis député de la République, point. En face, je n'ai pas des députés avocats ou des députés avec leur profession d'origine. Donc, nous sommes tous ici députés de la République. Nous travaillons pour l'intérêt général, pas pour des professions, même si c'est celle de notre profession d'origine. Vous verrez peut-être en son temps ce que c'est qu'être élu de la République. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je rejoins mon collègue Le Bouillonnec sur la défense du droit continental. Vous avez dit que l'acte authentique serait conservé et donc il ne serait pas porté atteinte à notre système juridique. Je voulais simplement vous dire que si une profession qui porte majoritairement cet acte authentique était fragilisée, finalement c'est véritablement notre système juridique qui pourrait être atteint. Les questions que je voulais vous poser, c'était pourquoi vouloir remettre en cause quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Pour des questions de coût, vous avez évoqué le problème du tarif, mais le tarif, c'est le garde des Sceaux qui le fixe. Il suffit au garde des Sceaux, si on veut modifier le tarif, de prendre un décret en ce sens, et le tarif sera modifié. Je ne vois pas pourquoi changer la réglementation en la matière. J'observe, si nous faisons des comparaisons internationales, que le coût d'une cession immobilière en Grande-Bretagne est sensiblement équivalent à celle de la France. En plus du coût de la cession en Grande-Bretagne, vous avez l'assurance qui est quasi obligatoire parce que là-bas, avec leur système juridique, les risques juridiques sont importants et donc la prise d'une assurance devient quasi obligatoire. Si c'est une question pour rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens, je voulais rappeler que dans ce qu'on appelle improprement les frais de notaire dans le cadre d'une vente immobilière, les taxes qui étaient jusqu'au début de l'année de 5,09% sont passées à 5,80, soit 0,71% d'augmentation, alors que les honoraires des notaires sont de 0,825%. Donc peut-être que, plutôt que de taper sur les professionnels, aurait-il été plus adroit de ne pas augmenter le montant de ces taxes. Une réforme, pourquoi? Pour modifier l'accès au droit, mais presque l'ensemble de mes collègues l'ont dit, le système qui fonctionne actuellement permet une répartition des études sur l'ensemble du territoire, même dans les territoires les plus ruraux.
Alors effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où il manque peut-être des notaires. J'ai ouï dire que lors de la création d'offices de l'année dernière, vous savez, ces nouveaux offices notariaux qui sont créés et qui sont accessibles déjà dès aujourd'hui par la méritocratie que constitue le concours, eh bien, deux offices n'avaient pas été pourvus. Effectivement, il existe une commission pour la création de ces offices. Je pense qu'elle a besoin d'être réformée, mais, et qu'on aurait l'augmentation via la chancellerie du nombre des offices notariaux et donc des notaires. Et donc, on est bien loin de la nécessité de la liberté d'installation. C'est vrai que les professions réglementées, avocats, notaires, huissiers, peuvent apparaître parfois comme des empêcheurs de tourner en rond. Pour certains organismes que vous connaissez bien, monsieur le ministre, je pense à certaines banques, à certaines assurances, mais s'ils empêchent peut-être ces organismes de faire tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment dans l'intérêt des justiciables que sont leurs clients, en assurant toute la protection juridique que permet la loi. Alors attention à ne pas, sous couvert de vouloir, soi-disant, booster la croissance, de faire perdre à nos concitoyens les plus fragiles la protection dont ils peuvent aujourd'hui bénéficier. La presse, je change de sujet, la presse s'est fait l'écho de votre volonté de parvenir à un texte concerté avec les professions concernées. J'avais quelques questions à poser, Madame la Présidente. Posez-les rapidement, s'il vous plaît. Alors, vous avez demandé à ce que la concertation sur le tarif des professions réglementées, qui relève, je le redis, du pouvoir réglementaire, ne commence qu'après que l'autorité de la concurrence ait rendu son rapport. Je veux savoir si, dans ces conditions, vous pouvez nous dire si l'adoption du projet de loi par le Conseil des ministres interviendra avant ou après la publication du rapport de l'autorité de la concurrence. La chose suivante que je voulais vous dire, c'est que vous avez évoqué des associations de diplômés notaires qui se plaignaient de ne pas pouvoir s'installer. Je sais que 2 associations en particulier ont été reçues à Bercy, dont les adhérents oscillent entre 75 et 120 adhérents, ce qui est très peu. Ceux-ci militent effectivement en faveur de la liberté d'installation. Cependant, vos services ont refusé de recevoir une association qui s'appelle l'ASPN et qui compte plus de 1500 diplômés notaires. Ceux-ci travaillent dans des études et se sont prononcés clairement contre cette mesure de liberté d'installation. Alors, faut-il voir dans ce refus de recevoir cette association le fait que la décision est déjà prise de proposer la liberté d'installation? Sur le projet de loi qui a été diffusé, vous avez répondu, ça a été déjà évoqué. Et enfin, vous avez dit d'ailleurs dans votre propos liminaire qu'il semblait, c'est ma dernière question, Madame la Présidente, qu'il semblait que certains professionnels avaient des revenus trop importants. Alors je vous pose la question, Monsieur le Ministre, trouvez-vous que les avocats, les notaires, les huissiers, les avocats au conseil, les mandataires de justice ont des revenus trop importants? Et d'ailleurs, à titre de comparaison, en cette période d'hypertransparence, pouvez-vous nous rappeler combien de revenus vous avez déclarés pour l'année 2013, puisque un certain nombre de nos collègues l'ont posé à chacune des personnes que nous avons auditionnées? Je vous remercie d'avoir donné un peu plus de temps à la mission et de répondre dans le temps que vous pourrez nous réserver. Oui, je pense que je vais faire l'économie de la réponse comme à la dernière question, parce que comme vous, je suis soumis à la Haute Autorité de la Transparence pour la vie publique, qui fera son travail. Ne rajoutez pas au populisme de l'époque, qui nous salit tous, une charge nouvelle. Monsieur le député, vous ne vous grandissez pas. Je me suis justement démarqué de celles et ceux qui considèrent qu'il fallait traiter du problème. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'argument, parce que je suis dans mon pays pour que des gens réussissent. Et l'égalité, on l'a fait par la fiscalité, on ne l'a fait pas par la stigmatisation, quel qu'il soit. Donc je trouve, pour la classe politique en général, monsieur le député, je trouve que ce que vous venez de faire ne sert personne, vous savez. Il dessert votre camp comme les autres, et il dessert tous les responsables de la vie publique. Donc c'est dommage. Alors, pour ce qui est des questions de fond, la réalité des chiffres n'était pas une réalité parisienne que je citais, c'était la réalité du pays. Donc j'entends que... Non, mais je cite les chiffres qui m'ont été donnés en termes de féminisation ou de démographie. Non, mais vous avez un territoire qui est à la frontière technologique de la profession. Donc je viendrai d'ailleurs à Belfort avec grand plaisir, mais c'était les réalités des chiffres du pays. Donc là où vous avez raison, c'est que le pays est pluriel
Et donc, j'en tire pas des constats au-delà du raisonnable. Mais c'est quand même troublant de voir la dichotomie qu'il y a entre la profession d'avocat et les autres professions réglementées du droit en termes de démographie, c'est-à-dire de jeunesse et de féminisation. Ça, c'est une réalité. Donc ça montre bien que le manque d'ouverture, il pénalise principalement, je le redis, les femmes et les plus jeunes. Donc c'est un vrai point qu'il nous faut traiter. Et ça n'est pas que du gadget. C'est un vrai sujet d'efficacité collective et d'efficacité économique, parce que quand des gens qui ont le mérite ne sont pas en situation de faire, ne suis pas en situation de devenir huissier ou notaire, ou que sais-je, c'est un plafond de verre qu'on crée dans notre économie. Donc ça n'est pas bon. Alors ça ne correspond pas à la réalité de votre territoire, mais la réalité du pays, c'est celle-là. Ce qui me permet de répondre d'ailleurs tout de suite au sujet de la féminisation. Moi je pense qu'il ne faut absolument pas légiférer pour féminiser, mais il faut ouvrir. Le constat était que quand c'est plus ouvert, c'est plus féminisé et c'est plus jeune. Donc les critères de fermeture des professions ou de verrou, on voit bien, ils pénalisent les femmes et les plus jeunes. Donc je pense que simplement en ouvrant, mécaniquement on féminisera. Mais je ne suis absolument pas en train de dire que la loi doit définir des critères de féminisation. Je vous rassure, bien au contraire. Je pense qu'il faut qu'on ait des lois courtes et plus réduites. Et là, je prends votre point, vous avez raison. Moi, je fais tout, depuis que je suis arrivé dans ce ministère, pour qu'on simplifie, parce que c'est tout à fait vrai que les hauts fonctionnaires, mais pas les hauts d'ailleurs, la fonction publique, la vie publique est politique, parce qu'il faut bien le dire, nous avons une responsabilité collective dans la complexité. Nous adorons la norme. La discussion que nous avons, qui est intellectuellement passionnante, elle risque de nous conduire tout droit à un système affreusement compliqué. Parce qu'on veut finalement, trop souvent, par la loi, puis par le règlement, tout prévoir. Et donc, c'est ça qui est difficile, mais c'est aussi en ça que notre société a changé par rapport à la Révolution française. Et que, sans abandonner ce qui constitue le cœur de ce dont nous avons besoin, il faut qu'on accepte de simplifier certaines parties de notre droit, d'abandonner certaines normes. Mon ministère est très rétif à ça, pour des raisons tout aussi légitimes que vous êtes rétif à abandonner certaines normes sur des sujets qui vous sont chers. Et c'est pour ça que, pardon si je m'emporte parfois, mais je ne stigmatise personne quand je dis tout ça, quand j'ai l'impression je peux vous donner l'impression de ferrailler. Mes services m'en veulent parfois quand je dis cette règle est inutile, il faut supprimer ce truc-là, etc. Parce que celles et ceux qui travaillent depuis des années dessus ont le sentiment qu'elle était légitime, que c'était leur raison de vivre, qu'ils ont bossé pour ça. Mais cette règle, c'est une paperasse de plus pour l'entrepreneur, pour celui qui est dans le... Et tout ce dont on discute, ce sont des barrières de plus pour la vraie vie. Donc il faut que collectivement, on arrive à trouver, à mettre notre intelligence au service d'une même cause, qui est de rendre la vie plus simple aux Français et à notre économie, sans perdre ce qui constitue le cœur de notre action. Donc ça, ce que je vous dis vaut aussi pour nous. Alors, sur le sujet de l'indemnisation, qui est un vrai sujet, tout dépend de ce qu'on fait au fond. Mais si on crée plus de facilité d'installation, que les notaires en particulier s'installent là où la situation le justifie, c'est-à-dire là où il y a des besoins, pas partout de manière inconsidérée, où on ne supprime pas la profession et ce qui la caractérise elle-même, je crois qu'il n'y a pas juridiquement de droit à indemnisation. C'est un débat qu'on peut avoir. Si on faisait la libre installation complète, là oui, parce que vous avez raison, si massivement 10 notaires peuvent venir s'installer autour de votre jeune notaire qui vient d'acheter son office et de s'endetter, là, alors il y a des discussions d'experts, on ne va pas y aller ici, certains disent oui, d'autres disent non. En tout cas, sans être un expert juridique, le bon sens me met de votre côté. C'est-à-dire que c'est très injuste pour celui qui vient de s'endetter, de voir d'un seul coup, voilà, autour de lui, des choses se faire. Et donc, pour moi, le point clé qui rejoint vos questions, messieurs les députés également, c'est en effet, quelle est la règle toute simple dont on a besoin pour ne pas faire la faute sur la libre installation, sur le maillage territorial. C'est-à-dire comment on assouplit au maximum les règles, on garde ce qui est le cœur du réacteur juridique, mais on a une règle ou la bonne commission qui permet d'éviter que ça aille se dispatcher partout et en même temps, si possible, de corriger le désert qu'on a aujourd'hui dans certains départements. Parce qu'il y a des départements, je disais, de la couronne parisienne, même le département du Nord manque de notaires aujourd'hui, quand on regarde les chiffres. Bon, donc il y a aujourd'hui des insuffisances qui existent sur le territoire. Comment on peut le réguler? Est-ce qu'il y a une règle simple qui permet de le faire? Est-ce qu'il faut une commission? Réfléchissons ensemble à ça. Moi, je n'ai pas la solution aujourd'hui. Mais si on avait cette règle qui rassure tout le monde, plus la préservation de ce qui est l'identité juridique, si je puis dire, l'ADN du notariat français,
je pense qu'on peut se débarrasser de plein de commissions, de plein de règles inutiles, et tout le monde respirera mieux. Mais ça, travaillons ensemble là-dessus, je ne l'ai pas. Pour ce qui est aujourd'hui des professionnels, ils sont en effet insuffisamment nombreux. Alors, sur la suppression du clerc habilité, c'est un sujet qui est compliqué parce que il impose de ne pas... si on le fait, il faut donner des perspectives. C'est-à-dire il faut qu'on ait une chaîne qui permette au clerc habilité de devenir lui-même, on ne peut pas le supprimer du jour au lendemain. Et donc, toute la réflexion qu'on doit là aussi avoir ensemble, c'est un système qui permet, en fonction de l'ouverture qu'on peut faire et qu'on peut décider aux uns et aux autres, d'accéder à l'étape du dessus. Les clercs doivent pouvoir devenir des notaires si on supprime leur habilitation, et on ne peut pas les remplacer par des notaires salariés et les laisser pour compte. Donc si on ouvre aux notaires salariés, il faut que le clerc habilité puisse lui-même accéder à un autre statut. Donc il faut qu'il y ait une cordée qu'on organise en quelque sorte si l'ouverture se fait. Et ça, c'est dans la mécanique fine qu'on doit avoir de cette réforme et de sa transition. Mais je pense que c'est important à tous égards. Moi, je pense que l'ouverture du capital quand même entre professionnels reste un point important parce qu'elle permet de s'organiser. Si elle n'est pas saisie, rien n'interdit de rester avec un capital plus fermé. Mais il faut laisser cette possibilité aux jeunes qui veulent faire de l'interprofession, qui est aussi une des réponses à la problématique sur les territoires. Parce que l'interprofession, elle rendra des cabinets plus efficaces, elle permettra d'installer sa base avec simplement un cloisonnement en termes de déontologie et de gestion des professions. Pour ce qui est des avocats au Conseil d'État, je n'ai pas répondu à la question de M. le vice-président. C'est une réflexion qui n'était pas ouverte. Donc je dois dire, compte tenu des problèmes qui m'étaient déjà posés, je n'ai pas décidé de me le poser à moi-même. Maintenant, si vous le considériez comme utile à la société, je serais tout à fait prêt à le porter dans la coproduction qui est la nôtre. Non, mais je vous le dis franchement. Donc, j'ai sans doute manqué d'imagination à cet égard, mais je suis preneur de vos réflexions là-dessus, parce que je ne l'ai pas sur ma table à ce jour. Pour ce qui est, enfin, de la postulation territoriale, moi, j'ai un inconfort sur la postulation territoriale, c'est l'absence de chiffres et de constats. C'est que l'approche pragmatique, c'est un peu ce que vous avez exprimé, me semble-t-il, serait de dire, c'est un peu un archaïsme, de dire que pour le compte d'un autre avocat, quand on est dans un ressort, on se fait payer X centaines d'euros pour déposer. En même temps, j'entends certains barreaux de province qui disent, si on enlève la postulation territoriale, tout se casse la figure. Il y a des avocats en vive, etc. Je ne sais pas quel. Le problème, c'est que personne ne m'a donné de chiffres. Personne ne m'a donné de chiffres. Je veux bien l'entendre, mais intuitivement, j'ai du mal à penser qu'à Angoulême ou à Saintes, on vive de la postulation territoriale. Je vous le dis franchement. Mais oui, mais alors si c'est une pratique résiduelle, ben oui, mais est-ce qu'il reste à cause de ça? A été posé il y a une vingtaine d'années. La défense était liée, pardonnez-moi, au barreau. La défense était liée à l'existence des barreaux périphériques, Bobigny, Créteil, Nanterre. Et si la postulation est supprimée dans cette période, on entame, mais est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est des questions, mais on entame le processus des barreaux des périphéries de banlieue. Et le problème, on l'a vu également sur beaucoup de territoires. On peut supprimer le tarif. C'est tombé en désuétude. Mais mon inconfort, c'est l'absence d'éléments objectifs et chiffrés. Vous voyez, c'est là que j'ai du mal à. Autant quand on a des éléments un peu factuels, on peut réfléchir, mais quand on n'en a pas, ce qui est mon cas là, bon, je prends votre point sur le tarif, ça peut être une manière pragmatique, mais je crois que ça vaut le coup que vous y travailliez et que vous fassiez des propositions. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous remercie pour cette discussion passionnante qui montre que le débat n'est pas clos. Mais vraiment, moi, j'ai encouragé le président Urvoas à, en effet, susciter cette mission d'information parce que c'est un sujet tellement compliqué, chronophage, que si on avait attendu le texte, compte tenu en plus de la rapidité avec laquelle on veut agir, on aurait percuté tous les calendriers. Donc, c'est une mission d'information, elle arrive tôt, elle arrive alors que le texte est en train de se faire.
mais je n'ai pas pu rattraper la musique, donc n'ayez pas de frustration sur ce sujet. Hein. Le texte n'est pas fait. Quand il sera fait, je vous promets qu'il vous sera transmis. Moi, je suis prêt à avoir toutes les discussions que vous voulez avec vous sur ce point. Pardon. Oui, non, alors, la chose telle que je la vois à ce stade, c'est que le projet de loi en Conseil des ministres prévoit le mécanisme tarifaire dans son principe, mais renvoie en effet aux travaux de l'autorité de la concurrence pour l'application. Parce que ce n'est pas du niveau de la loi, sinon a posteriori, mais on peut tout à fait dire, on définit, si on décide in fine que c'est un corridor, et puis je sais pas, une formule de prix, puis on dit toutes les X années, on le revoit à la lumière d'un rapport de l'autorité de la concurrence, et on attend ensuite le rapport. Mais ce ne sera pas dans la loi. Je veux juste attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur le fait qu'il y a une corrélation entre le tarif et la modalité d'installation. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons clore nos débats en vous remerciant encore, Monsieur le Ministre, de votre disponibilité et en remerciant également mes collègues de leur présence.